Merci à vous tous de nous retrouver sur ce nouveau webinaire dédié au patrimoine. Et puis, je vais te laisser la parole, Malika. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire. Alors, c'est un webinaire où c'est vraiment un regard croisé. Véronique et Marie-Laure, on se connaît depuis plusieurs années aujourd'hui. On a participé ensemble à différents projets de solutions d'âme dans les entreprises. On essaye de se croiser assez régulièrement autour d'un déjeuner et on échange autour de nos projets et des regards que certains chez nos clients peuvent aussi se poser en lien avec ces solutions de d'âme. Et dans nos domaines, et en particulier peut-être un peu plus Véronique et Marie-Laure sur la partie patrimoniale au niveau des équipes des entreprises. Donc aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est de partager avec vous un peu ces expériences et qui aujourd'hui font qu'on essaie de faire au mieux et d'accompagner les entreprises par rapport au patrimoine d'une part et par rapport aux plateformes d'âme, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y en a de plus en plus, qu'on en a évidemment de plus en plus besoin. Bon, ça, c'est un peu notre métier et on essaye voilà, de faire converger le patrimoine et les offres d'âme. Merci à Véronique, merci à Marie-Laure d'être présente sur tant d'échanges. Alors voilà, je pense que c'est un peu, j'ai démarré un peu le pourquoi de ce webinaire. Pourquoi parler du Dame Patrimoine, qui en a besoin, qu'est-ce qu'on en pense, il est destiné à qui? Parce que des fois, on a l'impression, il y a des entreprises qui ont l'impression qu'elles ne sont pas du tout concernées par le sujet. Voilà, je vais laisser dans 2 minutes Véronique et Marie-Laure se présenter après la présentation d'Activo et je laisse Frédéric qui nous fait la gentillesse d'être le modérateur de ce webinaire aujourd'hui. Voilà. Et puis, on le verra un petit peu aussi acteur côté patrimoine avec nos clients. Donc, merci Malika pour cette introduction. Merci Marie-Laure, merci Véronique et de cet échange que nous allons avoir autour du patrimoine. Donc, Activo, comme vous le savez, c'est un cabinet de conseil que nous avons monté qui a un petit peu plus de 3 ans autour d'une équipe qui grandit chaque mois avec une dizaine de personnes, avec des experts, des documentalistes, des expériences métiers, des expériences techniques autour des solutions de DAM, Digital Asset Management, mais aussi, comme vous le savez, comme nous vous l'avons montré lors du dernier webinaire au mois de juin sur la cartographie des solutions DAM, autour du PIM, du CMS, globalement autour de la data. Voilà, et ça fait un certain nombre d'années, hein, ça ne nous rajeunit pas, plus d'une vingtaine d'années en tout cas, que nous officions dans ce milieu avec bonheur et passion. Le cabinet Activo, orienté autour de l'expérience client, avec une approche agnostique. Chaque client a son histoire. Donc, évidemment, quelquefois, on peut se dire certaines solutions dominent ou pas du tout, en fait, et le patrimoine en est la parfaite illustration. Tout le monde ne peut gérer toutes les solutions ne peuvent gérer du patrimoine au regard d'expression de besoins que nous allons partager. Donc, l'expérience client, le DAM, le PIM, le CMS, l'analyse, et bien entendu, le plus important, on aime bien le répéter, un projet de transformation digitale réussi, c'est 5% de technologie, 95% de process métier et humain. Donc, une forte ADN chez Activo autour des phases d'accompagnement et de formation. Malika, je te laisse peut-être présenter un petit peu nos Alors, référents. oui, rapidement, en fait, aujourd'hui, Activo, depuis qu'on a monté notre cabinet de conseil, on travaille avec différents types d'entreprises. On n'a pas de secteur particulier. Ce qui nous anime et ce qui nous passionne, c'est vraiment les mises en œuvre et la recherche de solutions d'âme adaptées aux besoins du client qui nous consulte. Donc, on travaille avec des marques, des agences photo, de l'industrie, des structures qui se sont un peu plus rapprochées de structures de musées. Et les projets d'âme sont tous différents ils sont portés par des personnes et des projets qui sont assez différents. Je vais laisser Véronique se présenter et encore merci pour ton temps, pour ce regard croisé.
Bonjour à tous, Véronique Martinguet. J'ai fondé la collection qui est une agence photo à l'origine avec mon associé Hervé Moyakou. Donc au départ, la collection c'est une agence photographique mais un peu spécifique. On est spécialisé vraiment en tout ce qui est archives historiques, histoire de l'art, patrimoine d'architecture, les relations avec des fonds qui se trouvent dans les musées, ou des collections particulières. Donc nous avons déjà cette approche assez fine du patrimoine pour le valoriser, mais pour le compte des auteurs, des photographes. On fait également les recherches iconographiques et aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse le plus, c'est l'autre partie qui est plus destinée au patrimoine, c'est-à-dire les conseils pour tout ce qui est la conservation et la valorisation du patrimoine de marque. Donc, ça va de la recherche historique, reconstitution du patrimoine, puisque quelquefois, les sociétés ont les patrimoines sporadiques, c'est-à-dire avec des grands manques. Donc ça, on est capable, dans les moyens donnés, de reconstituer ce patrimoine avec une politique d'achat. Et tout ça appuyé sur des inventaires solides, accompagnés d'une campagne de numérisation. Et quand on a beaucoup d'objets ou d'items, comme on dit, on s'occupe également de donner des conseils pour la conservation préventive, qui est quelque chose de très important. Au-delà de ça, quand on a des fonds photographiques importants qui appartiennent à des marques, nous avons aussi un service de clarification et négociation des droits d'auteur pour les photographies qui peuvent être utilisées en interne ou en externe. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que nous proposons. Cette spécificité, c'est qu'on depuis très longtemps, on est avec le patrimoine pour nous-mêmes, pour notre propre société, pour la collection. Et on a développé après l'autre activité au service des marques. Voilà. Je laisse la parole à Marie-Laure, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, de mon côté, donc je suis Marie-Laure Four, je suis consultante et je suis spécialisée dans tout ce qui est analyse et gestion de fonds patrimoniaux avec la casquette gestion des collections et gestion des archives. J'interviens sur 3 pôles de compétences, l'audit et le conseil, la transformation numérique et la valorisation. Sur la partie audit et conseil, je suis sollicitée par mes clients, soit en tout début de projet parce que ils se retrouvent avec des cartons, des pièces de collection, ils ne savent pas quoi en faire. Et l'idée, c'est de les accompagner, de trouver un plan d'action, de faire une cartographie de leurs ressources et vraiment une analyse très fine de leurs besoins. À partir de là, on arrive très souvent sur la phase de la transformation numérique. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette documentation, de ces objets? Donc, il y a toute la partie numérisation, il y a toute la partie choix de l'outil, et puis après, la mise en place et la structure documentaire, où là, j'interviens de façon assez fine sur le métier en lui-même et la structuration de Thésaurus pour adapter complètement le fonds au métier et à l'entreprise et à ce qu'elle représente. Et la dernière partie, c'est la valorisation, où là, de la même façon que Véronique, j'interviens très souvent sur la partie, sur les manques qu'il peut y avoir dans l'histoire d'une société et où je vais faire des recherches complémentaires un peu partout, enfin de façon ciblée pour les entreprises, mais ça peut être aussi bien dans des bibliothèques que dans des structures publiques ou des structures privées, dans des magazines, etc., pour essayer de combler tous ces manques et apporter une valeur complémentaire à l'histoire des entreprises. Voilà en très résumé les 3 axes sur lesquels je peux intervenir. Merci beaucoup, Marie-Laure. Alors, avant de lancer peut-être le sondage, je voulais également remercier les entreprises et les marques Michelin, Christian Dior Couture et L'Oréal qui nous ont très gentiment proposé et accepté qu'on partage quelques visuels pour illustrer en fait ce webinaire. Voilà, donc merci à elles. Nos slides seront beaucoup plus vivantes. Alors, pour le sondage, comment ça va se passer? Donc, la question, la voici. Et je vais... Alors, le résultat, c'est un résultat qui est à 59 contre 41. Donc, oui, 59%. Il existe une politique de gestion de patrimoine dans votre
entreprise. Voilà. Donc, on termine le sondage. On vous partage les résultats. Comme ça, vous les voyez en live. Et on peut passer. Alors, on va dire qu'on voit le verre à moitié plein. En disant que s'il y a 50%, 59% de projets d'entreprises qui ont vraiment une politique de gestion de patrimoine, on applaudit et on trouve ça magnifique. Voilà, parce qu'on a travaillé un certain nombre d'années avec soit Véronique et Marie-Laure, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises développent de plus en plus dans le stade en fait, de tout ce qui est communication, d'aller fouiller dans ces archives pour raconter l'histoire de l'entreprise. Et donc, typiquement, ça fait partie des projets qui font qu'on peut traverser et descendre à la cave pour préparer un peu ce patrimoine pour raconter l'histoire. Et donc, si on le fait au fur et à mesure, eh bien, raconter l'histoire, ça va encore un peu plus vite au moment voulu, sur ces différentes dates d'anniversaire, par exemple. Alors, première question qu'on va essayer d'analyser, de réfléchir ensemble, c'est qu'est-ce que c'est qu'en réalité le patrimoine d'une entreprise? Donc, le patrimoine d'une entreprise aujourd'hui, il va comporter quoi? Qui s'en occupe? Est-ce que les contenus représentent des secteurs, des années, des produits particuliers? Comment on le constitue en fait? Qu'est-ce qui devient le patrimoine? Comment on constitue une équipe? Et cette équipe-là, elle récupère quoi au niveau d'une entreprise pour le définir en disant c'est le patrimoine d'une entreprise? Donc, je vais commencer par poser la question à Véronique. Voilà, de ton côté à toi, le patrimoine d'une entreprise, tu le visualises comment et il se développe comment? Alors, par mon expérience, la plupart du temps, ce sont des entreprises qui ont un patrimoine qui ne remonte pas au-delà du début du XXe siècle, enfin, pour la plupart. Alors après, on a la chance d'avoir des grandes entreprises qui sont beaucoup plus anciennes, mais c'est plus rare. Donc, la première chose, souvent, qui font prendre conscience aux gens qu'ils ont un patrimoine, enfin une société, c'est la photographie. C'est souvent par le biais de l'illustration, ça peut être des publicités anciennes ou bien des fonds photographiques importants. Donc, c'est à partir de là, enfin, pour mon propre expérience, que les personnes commencent à toucher le patrimoine. Par ailleurs, après, selon les sociétés, on arrive sur l'objet. Autant la photographie, c'est assez facile à, entre guillemets, à appréhender, autant dès qu'on arrive sur l'objet, que ça peut être des robes, ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être enfin, beaucoup de choses très différentes. Là, c'est beaucoup plus compliqué, la gestion devient plus compliquée. Donc ça, c'est vraiment, le patrimoine, c'est quelque chose qui est diffus et on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'il touche beaucoup de choses. On arrive sur du document papier qui n'est pas de la photo, comment on le traite, des articles de journaux, de la publicité, je viens de le dire, mais dans toutes les dimensions, de la photo et après, des choses plus embêtantes, c'est les CD dans les périodes des années, quand on a commencé à numériser. Donc, au départ, on peut avoir un enthousiasme qui est vite douché par la complexité de la multiplicité des supports. Voilà. Mais on est là pour aider. Donc, voilà, le patrimoine, c'est vraiment quelque chose de très... Et j'ajoute une chose qu'on oublie quelquefois, mais qui m'est demandée, ce sont même les gens qui travaillent encore dans la société où on fait des entretiens, des interviews, parce que ça constitue l'histoire d'une société, enfin, une histoire récente qui va rentrer dans le patrimoine. Donc, il y a même de l'audio, il ne faut pas oublier, et le film. Voilà, c'est à peu près, je crois que j'ai fait le tour de la question. Oui. Beaucoup de choses. Marie-Laure, de ton côté, qu'est-ce que représente le patrimoine? Comment on le définit? Quelle est, toi, ta définition du patrimoine d'une entreprise? Alors moi, je n'ai pas tout à fait la même vision que celle de Véronique, parce que j'ai la chance de travailler aussi sur des fonds qui sont très anciens, et notamment certaines des entreprises avec lesquelles je travaille ont plus de 250 ans d'histoire. Donc évidemment, ce patrimoine-là est très conséquent en termes d'objets et en termes de documentation. Après, Véronique disait que souvent, on pouvait partir de la photo pour commencer à constituer son patrimoine. De mon côté, je trouve que c'est souvent du côté des pièces de collection que les clients commencent à s'interroger. Pourquoi? Parce que très souvent, ils ont besoin de place et que les pièces de collection, ça prend beaucoup de place et ils ne savent pas quoi en faire.
Et que souvent, la première question, c'est est-ce qu'on garde, est-ce qu'on jette? Si on garde, comment on le fait? Et si on jette, comment il faut faire? Et l'autre point, c'est, bah, tiens, on a toutes ces pièces de collection et on nous demande de les exposer. Là, par exemple, j'ai un cas tout récent d'une entreprise qui n'a pas constitué son patrimoine, mais qui doit exposer certaines de ses pièces de collection en magasin. Et ils se rendent bien compte qu'il faut faire attention à la façon dont ils vont exposer ces pièces-là, puisque ça a une certaine valeur pour l'entreprise, une valeur en termes d'histoire, mais aussi une valeur pécuniaire. Et de ce fait, il faut qu'ils fassent extrêmement attention. Et le besoin chez eux est né comme ça. Le retail a fait une demande auprès de la communication. La communication est allée voir dans sa cave ce dont il disposait. Il y avait plein de pièces de collection en vrac et ça a été le début de l'interrogation. Et après, en fait, ça s'est enchaîné et ils ont retrouvé des cartons avec un certain nombre de vieux catalogues, etc. Ils ont été dans les bureaux des collaborateurs et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait encore d'autres archives. Et il y a cet effet un peu boule de neige qui s'est produit et qui fait que bah, voilà, le patrimoine, c'est quoi? Bah, c'est tout ce qui constitue l'histoire de l'entreprise, mais ça peut être il y a 250 ans, mais c'est ce que je leur dis souvent, hier, ce qui a été produit hier, c'est déjà des archives. Et donc, ça fait déjà partie du patrimoine de l'entreprise. D'accord, merci beaucoup Marie-Laure. C'est sûr que l'effet boule de neige joue énormément. Ça, c'est au départ, même pour des sociétés moins prestigieuses, ils ne pensent pas avoir grand-chose. Et puis au fur et à mesure, on découvre d'autres éléments. Les collaborateurs ont quelquefois aussi des pièces. Enfin, c'est un petit noyau et ça grossit très rapidement en fait. C'est tout à fait ça. Et moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, on a deux entrées. Alors, nous, avec notre casquette de dame depuis 25 ans, donc toujours très proche par rapport à l'image, c'est vrai que les photos que l'on a pu rencontrer, et on a eu l'occasion de travailler ensemble avec Véronique en disant « Oula, il y a un anniversaire, il a fallu aller puiser dans des caves pour pouvoir justement raconter cette histoire et de revenir sur cette archive, sur ces archives qui constituaient parce que l'objectif était de raconter l'histoire de l'entreprise. Donc là aussi, on revenait sur le patrimoine, raconter l'histoire de l'entreprise à travers son patrimoine. Et on a effectivement deux entrées. L'entrée des objets et l'entrée par rapport à tout ce qui pouvait représenter l'histoire de l'entreprise. Alors pour la petite anecdote, Véronique, tu n'es pas au courant, mais j'ai rencontré sur un événement d'une association de pharmaciens solidaires une femme qui représentait un groupe et je lui dis et qui était sponsor justement, qui soutenait cette association. Et quand je lui dis bah, tiens, moi je m'occupe du patrimoine, elle m'a dit oui. Elle m'a dit mais j'ai rencontré une dame qui faisait le tour justement de nos bureaux pour récupérer les objets archives. Et quand j'ai donné ton nom, elle m'a dit mais c'est exactement elle que j'ai rencontrée. Donc effectivement, ça rejoint exactement ce que disait Marie-Laure, c'est-à-dire que quelque part, on prend son bâton de pèlerin, on fait le tour des entreprises, des contacts pour essayer de collecter en fait les objets qui sont dans l'entreprise et qui justement racontent cette histoire-là. Oui, parce que souvent, les collaborateurs pensent que ça fait partie, enfin, ils y sont attachés, mais ça fait partie d'un quotidien. Et après notre passage ou après avoir parlé avec ces personnes, le regard va changer. Et tu l'as marqué là. Ouais. Au départ, c'est peut-être juste quelque chose parce que ça leur rappelle un bon moment dans leur existence avec cette société ou par nostalgie ou par affection. Mais d'un seul coup, le regard change et va devenir beaucoup plus important. En fait, de la petite histoire, ça vient à la grande histoire de la société. Ça serait inclus dedans. Tout à fait. Alors, on a fait un petit tour sur qu'est-ce qui correspond, c'est quoi le patrimoine d'une entreprise, etc. Donc, on va revenir à la deuxième partie du titre sur qu'est-ce que c'est que le DAM. Donc, aujourd'hui, le DAM pour Digital Asset Management, donc pour les personnes qui nous connaissent savent qu'en fait, voilà, on en fait depuis 25 ans, ce sont un peu ces plateformes qui permettent justement de collecter, de valider et de centraliser les différents assets, donc les médias,
numériques que l'entreprise récupère et met à disposition sur une plateforme pour ensuite les classer, les indexer, appliquer des restrictions, gérer les droits et pour pouvoir les diffuser. Donc, c'est exactement aujourd'hui dans le sens du DAM. De plus en plus, on retrouve des photos. Donc, on a parlé beaucoup de photos parce que c'est vrai, sur les anciens documents, on parlait vraiment de photos, mais on retrouve aussi de plus en plus de vidéos où il y a vraiment sur le patrimoine une action de numérisation des anciens fonds, plus les nouveaux fonds. Donc, on retrouve des assets, des photos, de la vidéo, des sons, de l'audio aussi. Donc, ça, c'est très important. Qu'on centralise sur des plateformes qui peuvent être différentes, puisqu'on ne parle pas d'un DAM, mais on parle de solutions DAM, et qui, à terme, et l'ambition, c'est de pouvoir partager, pour pouvoir distribuer, et puis aussi donc de classer et de savoir où sont les éléments quand il s'agit de visuels associés à des objets. Alors, du coup, on a, suite au webinaire de juin dernier, nous avons réalisé, en fait, essayer de poser des solutions sur une carte. Alors, comme toutes ces cartes, bon, c'est quelque chose qui est assez anglo-saxon, mais justement qui était peut-être trop anglo-saxon. C'est-à-dire que quand vous êtes du côté de l'Atlantique, même si le DAM est quand même plus ou moins, plus ou moins été initié côté États-Unis, à un moment donné, il est un peu compliqué d'expliquer à des clients qu'il y a que des solutions anglo-saxonnes. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a essayé de réunir à travers cette carte, finalement, alors, qui est non exhaustive, mais en tout cas, qui réunit la plupart des solutions que l'on voit sur le marché, suivant deux axes, un axe de stratégie. Donc, évidemment, plus on est à droite, plus on est enclin, en tout cas, à avoir une présence sur les marchés, donc chez les clients importante, mais aussi une notion de complexité. Alors, qui est le terme anglais, mais qui ne veut pas dire complexité en français, qui est plutôt dans la notion d'une solution avec certaines fondations techniques qui demandent plus d'expertise, ou quelquefois la possibilité de configuration n'est pas forcément mise à disposition. Donc, on est globalement sur des solutions qui peuvent être SaaS, mais qui sont plutôt, on va dire, pas forcément je vais dire un mauvais terme de l'ancienne génération, mais ces gros systèmes qu'on avait qui n'étaient pas forcément SaaS et donc plus complexes à maintenir. Donc voilà, en tout cas, c'est le schéma tel qu'il se présente. Et puis également, finalement, pour répondre à ce besoin, à cette expression de besoin des clients, chaque client a son histoire. Et l'histoire, elle est différente si on doit traiter, par exemple, des assets dans une marque. On regarde, par exemple, de ce qu'on appelle de packaging, donc de artwork, ou lorsqu'on est un publisher, ou si on est simplement dans de l'agence communication et marketing ou intégré à la grande distribution. Donc là aussi, chaque solution a un petit peu son périmètre et c'est un petit peu l'intention et tout ce travail est basé également. Il est important de signaler que le travail que l'on fait avec Equity Software, qui est une société anglaise gérée par Marc Davy, autour des fameuses 10 Core qui permettent justement d'évaluer les solutions. Donc, on est basé sur de la vraie donnée client. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de solutions, qu'en fonction des besoins des clients, on s'est orienté vers le type de DAM qui peut correspondre en fait aux besoins. Merci Frédéric pour notre superbe map. Alors, qu'est-ce que le DAM patrimonial? On a parlé patrimoine, on parlait DAM. Donc là, maintenant, on met un peu côte à côte ces deux termes. Le DAM patrimonial, c'est évidemment une plateforme DAM, de Digital Asset Management. Donc, c'est une plateforme qui permet de collecter des médias numérisés qui vont pouvoir décrire, ces éléments-là vont décrire des objets qui ont besoin d'être protégés, pris en charge par l'entreprise. Et ces médias vont pouvoir aussi valoriser les objets de cette entreprise. Est-ce que Véronique ou Marie-Laure, tu veux compléter quelque chose sur la notion de DAM du patrimoine? Moi, oui, je vais juste dire qu'en fait, il faut bien, pour choisir son DAM, il faut bien avoir vu quelle sorte d'objet ou de photo, enfin, qu'est-ce que contient le patrimoine pour avoir en fait des champs qui sont vraiment en relation avec la gestion des collections.
parce que oui, si on oublie que on a des vidéos et puis que d'un seul coup, on a besoin de gérer des vidéos, c'est un peu embêtant. Ou alors qu'on a des objets, et la gestion des objets, Marie-Laure en a parlé tout à l'heure, c'est encore autre chose par rapport à une photo. Une photo, normalement, on a un visuel, et peut-être quelquefois l'arrière, enfin c'est rare. Un objet, c'est sur toutes les coutures, surtout si par exemple ce sont des pièces de mode, enfin des robes, des pantalons, etc. Donc la haute couture, c'est pour ça qu'avant de commencer à se lancer tête baissée dans un DAM, il faut vraiment analyser les fonds et les besoins des personnes. Est-ce que la société envisage de faire des expositions, ce qui sous-entend qu'il faudra des gestions de ces collections? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser avant de s'enthousiasmer sur un DAM. C'est pour ça qu'on a besoin de conseils, hein, franchement. Voilà, et donc c'est bien ça le DAM patrimonial, ça allie le numérique et les supports physiques qui correspondent en fait à la collection. Marie-Laure, tu veux rebondir peut-être sur la suite, sur la slide suivante, Frédéric? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, enfin, juste pour compléter ce que disait Véronique, effectivement, je pense que toute l'étape d'analyse des besoins est vraiment très importante pour savoir et pour choisir le bon outil. Même si on sait que l'outil ne fait pas forcément, c'est juste un intermédiaire, mais savoir ce que vous allez mettre dans cet outil et bien utiliser votre inventaire et votre récollement pour connaître les assets et quelles sont les informations que vous allez récupérer, ça c'est essentiel. De la même façon, qu'est-ce qui va faire la différence entre un DAM d'entreprise un peu générique et un DAM patrimonial? C'est la partie documentaire. On se rend compte que dans le DAM d'entreprise, où chaque collaborateur va pouvoir apporter des nouveaux contenus, assez rapidement, s'il n'y a pas de structure et de méthodologie, ça part un peu dans tous les sens. Chacun va utiliser son vocabulaire, chacun va rentrer les informations là où il souhaite les intégrer et on a rapidement un gros magma. Le DAM patrimonial, quant à lui, l'idée, c'est vraiment qu'il soit structuré, fédéré pour apporter du contenu qui va être vérifié et vérifié scientifiquement, ce qui fait que quand on va accéder à un asset, que ce soit un objet ou un document, toutes les informations qui seront à l'intérieur seront correctement identifiées. Je prends l'exemple de ce fameux client qui a 250 ans d'existence. Il a une collection en l'occurrence, il est dans les vins et spiritueux, et donc il a une collection de bouteilles et de gammes qui est très importante depuis 250 ans. Et il faut faire vraiment le lien entre les bouteilles d'il y a 250 ans et celles d'aujourd'hui pour les retrouver facilement. Et qu'est-ce qui va permettre de faire ce lien? C'est le thésaurus qu'on a mis en place et qui correspond, qui est vraiment une image très particulière et très spécifique au métier et à l'activité de ce client-là, et donc qui permet de retrouver en 2 clics les bouteilles et les images qui correspondent aux bouteilles d'il y a 250 ans et celles qui ont été produites l'année dernière. Ça, c'est vraiment la structure documentaire qui va permettre de retrouver facilement, de façon structurée et avec des réponses vraiment cohérentes. Alors, moi j'ai une question. Quand aujourd'hui on arrive dans un service d'archives ou de patrimoine et qu'il n'y a pas justement en fait toute cette organisation de classement avec une notion de thésaurus, c'est un terme que jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui ne le connaissent pas. Il y a des personnes qui évoluent sur des notions de liste de valeurs, de plan de placement, parce que ça parle, ça ressemble vraiment à nos disques, à nos espaces sur nos ordinateurs, hein, nos dossiers jaunes. On a des dossiers dans des dossiers, etc. Mais cette notion de thésaurus, elle n'est pas forcément connue de tout le monde. Et donc, moi, ma question, c'est aujourd'hui, une entreprise qui veut développer son patrimoine, le valoriser donc pour pouvoir en plus le diffuser. S'il n'y a pas de thésaurus, on leur dit quoi? Est-ce qu'on leur dit faites d'abord un thésaurus ou on peut leur dire organisez vos médias, organisez vos objets, où on n'est pas forcément obligé d'avoir un thésaurus pour organiser ces objets.
ça se passe comment? Est-ce que justement, on rencontre des personnes qui disent, bon, on n'a pas besoin de thésaurus, on a juste besoin de classer nos objets? Alors, Ça dépend, oui. le terme thésaurus peut faire peur. Oui, Parce c'est qu'effectivement, plutôt… il n'est pas maîtrisé. Et c'est tout l'intérêt de l'accompagnement qu'on peut avoir pour guider et orienter les équipes dans ce cheminement-là. Mais très rapidement, ce sont les équipes qui sont demandeuses en disant, en fait, on a énormément de termes, on ne sait pas comment les structurer, est-ce que vous pouvez nous aider? Après, la notion de thésaurus versus plan de classement versus lexique, pour les puristes, effectivement, ça a vraiment un sens. Après, l'idée, c'est de faire toujours au plus simple et au plus près de l'activité et des métiers de l'entreprise. Et de ces moyens, et quand je parle de ces moyens humains par rapport à l'équipe, financiers. on reviendra tout à Et du l'heure. budget. Et du budget, parce que si on commence à… Enfin, ça dépend, il faut vraiment avoir un dialogue auparavant avec le commanditaire, parce que si on est face à beaucoup de choses, il faut déjà serrer. Est-ce qu'on veut mettre en valeur déjà une partie, ça peut être simplement les objets et la partie des affiches publicitaires plus tard. Il y a vraiment plusieurs étapes pour pas affoler, parce que quelquefois on a un enthousiasme qui est vite douché devant l'importance des tâches à envisager. Donc, moi, ce que la pierre angulaire pour moi, c'est l'inventaire. J'estime que si on veut se lancer dans un DAM, il faut quand même avoir fait un inventaire. Je ne dis pas d'avoir fait l'inventaire de toute la collection, mais d'avoir repéré les éléments importants dans l'histoire de la société ou des choses qui tiennent à cœur, ou par rapport à une date anniversaire, comme l'a dit tout à l'heure Malika, et de là, à partir de là, faire ce noyau qui, justement, donne une satisfaction, parce que si on se lance dans tous les sens, tout en même temps, le désappointement arrive très rapidement. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'en grossissant, on a vraiment besoin, au-delà du numéro d'inventaire, d'un légendage correct et d'une date, d'avoir un thésaurus. Là, je rejoins Marie-Laure. On peut l'appeler autrement, mais pour qu'on puisse retrouver ces petits quand même. Voilà. Alors, et le numéro d'inventaire et le fait de… Alors, inventaire, ça peut faire peur également, mais si on n'a pas ça, c'est très, très embêtant. Vraiment, pour moi, c'est quasi… On ne peut pas gérer les collections. On peut peut-être gérer des lots d'images, mais on ne peut pas gérer des collections. et alors, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on peut gérer des collections sans copyright, sans clarification des droits et la notice documentaire, alors pour la partie DAM que l'on fait souvent, ce qu'on rencontre dans le DAM patrimoine, c'est vraiment le fait de dire ma notice, et ça coule de source dans les équipes qui s'occupent des archives en disant j'indexe une photo d'une manière différente d'un objet, d'une vidéo, de contenu, de départements différents, en fait, tout simplement. Est-ce que vous, dans vos projets, vous avez eu comme ça, où il a fallu quelque part arriver à homogénéiser et à mettre en place des notices un peu standards? Et est-ce qu'on y arrive? Oui, enfin, Marie-Laure, oui, on est obligé de faire des notices standards et normalement on y arrive, oui, ça c'est sûr. Je sais pas. Après, il n'y a pas une recette. Il n'y a pas une recette globale. On s'adapte aux besoins de l'entreprise et aux fonds que l'on rencontre, aux équipes, si elles existent ou si elles n'existent pas, si elles sont conséquentes ou pas, et aux moyens. Donc, c'est un mélange de tous ces ingrédients qui vont faire que derrière, on va essayer de trouver la solution la plus adaptée en corrélation avec les besoins de l'entreprise. Et pour rebondir aussi sur ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est toujours d'avoir une vision globale sur l'ensemble du projet. Et puis après, quitte à le parcelliser, en fait, en faire des morceaux avec des priorités, mais d'avoir une vue globale à partir de l'inventaire, ça permettra déjà d'avoir une idée de la façon de faire. Très bien. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'un DAM du patrimoine de l'entreprise, il y a forcément une notion importante de droit d'accès, parce que c'est les archives. On ne met pas à disposition et on ne peut pas circuler un visuel ou une vidéo qui représente un objet ou une histoire, une partie de l'histoire, sans droit d'accès.
Et je pense Oui. que avec la présentation que vous avez faite l'une et l'autre, la notion de copyright et de droit d'auteur est aussi quelque chose d'incontournable. Et donc la notion de clarification, parce qu'une photo qui a été prise hier par un collaborateur ou par un photographe mandaté, c'est facile à retrouver. Effectivement, aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des compétences et des réseaux dont vous faites partie et qui permettent d'aider à retrouver et à clarifier des droits sur des objets très, très anciens. Ça, c'est important aussi pour ne pas être confronté à un désappointement. On est tout content, on a une très jolie base, on a tous les renseignements, mais eh bien, on n'a pas identifié quand même certains photographes, ce n'est pas évident. Je parle beaucoup plus pour l'illustration et la photographie. Et donc, en interne, on peut un peu s'amuser avec, mais dès que ça sort de l'externe, ça devient très compliqué, surtout pour des sociétés qui sont soit internationales ou très reconnues. L'épicier du coin, il peut faire ce qu'il veut, peut-être, mais dans l'illégalité, mais il ne sera pas trop repéré. Les grandes sociétés ne peuvent pas se le permettre. Donc là, la notion de gestion du droit, il faut qu'elle soit prise en compte dès le départ. D'accord. Ça, c'est quelque chose. Et également, là, à ce moment-là, c'est panique à bord, parce qu'il faut retrouver les contrats photographes qui souvent n'ont pas été bien conservés ou conservés par une personne, ça n'a pas été transmis. Et donc, il y a vraiment un sujet avec l'utilisation des images par la suite. Donc Merci. après, un conseil de clarification et éventuellement, on négocie les droits. Ça, c'est ce que je fais également. Exactement. Alors, on arrive à un point qui concerne justement, on parle de dame, et depuis tout à l'heure, on emploie le terme dame, on emploie le terme objet. Donc, on a toujours cette question en disant, j'ai mes objets, je mets en place une gestion de collection parce que j'ai besoin de gérer des expositions, j'ai besoin de sortir des objets, j'ai besoin de les ranger, de les protéger. Aujourd'hui, comment aujourd'hui le DAM peut s'intégrer en fait avec la gestion de collection? On s'est aperçu concrètement que le DAM évolue, que le DAM sait gérer un minima sur certains DAM, une notion de numéro d'inventaire et d'un suivi par rapport aux objets. Et puis, on a des gestions de collection, donc c'est le métier, qui ont équipé des musées, parce qu'en fait, initialement, ceux qui se sont quand même le plus, et depuis beaucoup plus longtemps, inquiétés de la gestion de leurs objets, etc., on les retrouve vraiment au niveau des musées. Et ces gestions de collection, avec la numérisation et l'arrivée de la photo numérique, etc., s'est retrouvé à dire, tiens, mes objets, je les illustre aussi. Donc, ma gestion de collection, je peux aussi illustrer mes objets dans ma gestion de collection. Quel est votre retour par rapport au fait de dire, pour mon patrimoine, mes objets, il vaut mieux fonctionner avec une gestion de collection et un DAM encapsulé, j'ai envie de dire, dans la gestion de collection, ou au contraire d'avoir un DAM à part? Est-ce que vous avez des retours d'expérience par rapport à des besoins clients avec lesquels vous avez pu satisfaire avec, en séparant les outils ou pas? Ça, c'est une question compliquée. Moi, je veux bien éventuellement Vas-y, commencer. Je te laisserai la parole derrière, ensuite. Véronique. Alors, effectivement, moi, j'ai pas mal d'expérience avec différents clients sur ces sujets-là. On ne peut pas le nier, il y a très peu d'outils DAM aujourd'hui qui permettent de gérer à la fois des collections et des fonds documentaires. La gestion de collection, effectivement, comme tu le disais très justement, Malika, ça se rapproche des collections de musées et ça impose un certain nombre de règles, notamment qui sont liées, ça peut être lié au colisage, lié au CITES, donc c'est tout ce qui est envoi des pièces exotiques à l'étranger, tout ce qui est constat d'état, tout ce qui est gestion des entrées-sorties. Donc ça, en fait, il y a très très peu d'outils de DAM qui permettent de faire ça. Donc, de mon expérience, en fait, aujourd'hui, j'ai un seul client et je suis en train d'en installer un deuxième pour lequel il y a un outil de DAM qui fait les deux. Mais tous mes autres clients, en fait, ont deux outils.
Oui, Ils ont donc c'est un ce que outil pour la gestion de collection et un outil pour les fonds documentaires. En revanche, de plus en plus, ce qui se développe, c'est qu'il y a un DAM d'entreprise qui est mutualisé avec différentes directions, le marketing, la communication, etc. Et donc, les données qui sont stockées dans vraiment l'outil patrimonial, à la demande, va être versé dans le DAM d'entreprise. C'est ce qui se développe en fait de plus en plus aujourd'hui. D'accord. Merci Oui. Marie-Laure. Mais Véronique, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec alors moi, je me suis occupée donc de gestion de collection et j'avoue, je fais ça, enfin, on fait ça à côté. Je fais sur Art Report. Enfin, tous les constats d'état sont faits indépendamment du DAM. Ça serait très bien que ça soit lié beaucoup plus, mais actuellement, ça n'existe, ça n'est pas quoi. C'est d'accord. pas. Donc effectivement, Pour moi, en c'est un manque. fonction- Alors moi je après, pense qu'en fonction du fond et de ce qu'on doit faire par rapport aux objets, effectivement, pour les objets, c'est vraiment un voilà, problème. les visuels, et donc pour répondre aussi à la question de dire la gestion de collection qui justement propose toutes ces fonctionnalités qui sont propres à la gestion de collection et qui sont attendues par des équipes de patrimoine, quid de son DAM? Donc, est-ce qu'on dit, on met toutes les photos qui représentent les objets dans le DAM, la gestion de collection? J'ai envie de dire qu'à l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça, puisqu'en fait, c'était des projets qui étaient issus dans les équipes archives, et donc il y avait l'outil complètement adapté qui fonctionnait très bien. Aujourd'hui, je rejoins Marie-Laure en disant on a de plus en plus d'âmes entreprises où on a des contenus des équipes communication et qui disent tiens, moi, la vieille pièce, le vieux flacon, etc. Je veux pouvoir avoir un ou deux visuels qui vont l'illustrer, que je vais pouvoir utiliser sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, pour raconter l'histoire de la marque, etc. Et donc, on s'aperçoit, soit on doublonne, soit, parce que ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent, donc doublonner, pas forcément avec le numéro de l'objet, etc. Voilà, donc je pense que dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir l'outil qui rend confortable le travail des équipes au niveau du patrimoine et qui continue avec un peu l'évolution des dirigeants de l'entreprise en disant si aujourd'hui j'ai une équipe patrimoine, j'ai développé quelque chose, j'ai envie de le raconter, j'ai envie de valoriser cette histoire-là. Et donc de voir un peu les passerelles, etc., ce qui peut exister en fonction évidemment des tailles des équipes et des types d'entreprises. Voilà. Exactement, donc c'est vraiment de belles photos d'objets. Non seulement le produit est beau, mais les photos qui sont prises avec des droits, des auteurs, et une définition et une indexation de l'objet et de l'image que l'on retrouve sur les interfaces de DAM ou de gestion de collection. Alors, la grande question, comment lancer son projet d'âme patrimonial? À quel moment, avec qui? Dans un premier temps, quand on est au niveau d'entreprise, quand nous on arrive en tant qu'expert du domaine, on rencontre qui et on doit convaincre qui en premier? Alors évidemment, on va déjà essayer de convaincre les sponsors qui vont comprendre ou qui connaissent déjà en fait l'importance de ce patrimoine de leur entreprise. Alors on le rencontre et c'est peut-être encore plus facile quand on est sur des entreprises familiales parce que c'est vraiment les ancêtres, donc on a besoin et on retrouve des choses et les nouveaux dirigeants ont envie de maintenir et voilà, et puis c'est une tradition. Donc une fois qu'on a dit que les sponsors qui vont financer ces projets-là sont conscients de ce besoin-là, on avance comment et on commence avec qui Marie-Laure, toi aussi qui a lancé des projets d'âme avec des équipes patrimoine. Effectivement, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est de fédérer la bonne équipe. Oui. Et fédérer la bonne équipe, ce n'est pas forcément uniquement l'équipe patrimoine. Parce que l'équipe patrimoine, elle est déjà convaincue, elle est déjà acquise. Mais le patrimoine, en réalité, c'est l'ensemble de l'entreprise.
Donc, d'avoir des personnes qui travaillent peut-être dans d'autres services, mais qui vont apporter leur pierre à l'édifice et qui vont apporter également leur point de vue, c'est essentiel parce que ce sont aussi ces personnes-là qui vont apporter des nouveaux documents. Et puis, ce sont les personnes qui vont rechercher sur la plateforme, qui vont utiliser les assets. Et donc, c'est important que tout le monde qu'une équipe structurée et fédérée fasse partie du projet parce que ce seront aussi les meilleurs ambassadeurs pour en parler derrière. Donc concrètement, aujourd'hui, sur les équipes dont on parle, on va avoir une DSI. On Oui, va avoir des équipes, des équipes communication, La com, ouais. ouais, la com, une communication, personne du marketing, ça Du peut être bien marketing. aussi. des C'est producteurs de contenu, donc des photographes, des studios photo, enfin tous ceux qui aujourd'hui peuvent produire les contenus, ceux qui peuvent les valoriser, ceux qui peuvent sécuriser. Donc avec la DSI, c'est exactement ça. Donc on ne peut pas lancer aujourd'hui un projet d'un patrimonial sans impliquer la DSI, La même DSI. si c'est des projets qui aujourd'hui se retrouvent en mode SaaS, parce que tout simplement, et nous on le dit souvent, on est vraiment dans un écosystème. Donc on revient sur la partie DAM. Le DAM, il est dans un écosystème de l'entreprise. Donc le DAM parle aux autres applications de l'entreprise, ne serait-ce que déjà aujourd'hui ce que l'on retrouve en termes de sécurité avec tout ce qui est accès SSO, etc., mais aussi avec les autres applications de l'entreprise. Donc une photo d'un objet, d'un produit, en général, on peut le retrouver associé aussi à un PIM. Donc effectivement, il y a la DSI, il y a les équipes communication qui vont exploiter en fait ce contenu-là. Et puis, toutes les équipes voilà. digitales aussi, hein, il ne faut pas les oublier. Les équipes Exactement. digitales sont très importantes parce que sont très aujourd'hui, ce gourmandes. sont les plus gros utilisateurs. Et comme ils n'ont pas forcément d'idées sur les droits, etc., de pouvoir faire cette formation, cette pédagogie dès le départ, c'est important. Oui. Tout à fait. Et donc, les équipes digitales, c'est avec les équipes aussi de content, des équipes com, pour pouvoir venir exploiter ce qui a été mis à disposition et comment on peut le transformer si on en a besoin. Et puis, ce sont des équipes qui vont enrichir les contenus aussi. Exactement. Et donc, le fait de travailler sur justement sur cette mise en place de ce projet-là, l'idée, c'est d'avoir ces clients à la fin, d'avoir les premiers clients qui vont commencer à déposer ces contenus, parce que mettre en place un projet comme ça, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est des échanges. Du temps long. C'est du long terme. Voilà, on adapte, parce qu'en fait, tel qu'on peut configurer le DAM au début, bah, ce n'est pas forcément à la fin, quand on l'ouvre, peut-être on aura peut-être changé d'autres petites choses. Et donc, c'est effectivement arriver à onboarder dès le départ et d'intégrer au fur et à mesure les différents interlocuteurs par rapport à ce projet. Et moi, j'ai envie de dire aussi, avant même de le lancer, d'avoir vraiment cette conduite du changement pour pouvoir expliquer au sein de l'entreprise que ce projet est né, que ce projet est en cours, parce que des gens vont venir se raccrocher au fur et à mesure, avant même qu'ils sortent complètement, en disant moi j'ai peut-être des fonds qui peuvent intéresser, moi j'ai peut-être besoin d'utiliser ça, moi j'ai besoin sur le contenu qui va arriver, j'aurais besoin d'utiliser comme ça, est-ce qu'on a vraiment bien pensé à cette façon de peut-être même de classer ou d'indexer les éléments par rapport à ces usages. Donc effectivement, c'est du temps. Et alors, on démarre concrètement, Marie-Laure, sur la timeline du projet aujourd'hui. Sur tes projets à toi, tu fonctionnes comment quand le projet commence? Effectivement, le premier point, c'est l'audit des besoins. C'est la cartographie aussi, de quoi sont composées les archives. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien? De quoi on parle? D'avoir aussi la vision, la stratégie de l'entreprise, ça c'est important. Il y a un certain nombre d'entreprises qui se disent dans 2 ans, on fête un anniversaire, et on va lancer un livre, on va faire une expo. Donc, c'est souvent un point de départ pour lancer un fonds patrimonial. Donc, cette vision de l'entreprise, elle est importante. Comprendre le besoin, c'est important aussi. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, constituer l'équipe pour définir le projet ensemble.
Voilà. Et la consultation des solutions, je pense que là, on est un peu toutes d'accord sur le fait de dire cette consultation, elle se fait voilà, avec l'ensemble des parties prenantes et voilà, associer un peu tout le monde, définir un peu, parce que le mouton à 5 pattes, il n'existe pas. Donc, à un moment donné, il y a des priorités à définir par rapport Il y a un cadrage. exactement, et aux fonctionnalités qui sont attendues, là où on peut céder, là où on ne doit pas céder, parce que l'objectif quand même, c'est d'avoir des équipes qui vont l'alimenter avec bonheur, puis des utilisateurs qui vont venir consommer tous ces contenus-là. Frédéric? N'hésitez pas à poser des questions, hein, puisqu'on arrive à la fin de notre temps, hein, qu'on Je puisse voulais se juste garder. apporter quelque chose sur justement Oui. les enjeux ou la stratégie. Bon, comme elle a dit, Marie-Laure, justement, souvent, ce patrimoine est d'un seul coup mis sous les projecteurs à l'occasion d'un anniversaire, d'une date importante dans la vie de la société, un livre ou l'engouement pour une exposition. On dit, nous aussi, on veut en faire une, d'accord, mais ça se fait pas, ça se fait pas en 6 mois. Donc là, il y a toute cette préparation et on s'aperçoit qu'il faut travailler avant. Mais après, une fois que ce patrimoine est constitué, qu'il est valorisé, soit par des expositions, soit par des livres, soit par une communication interne ou même externe, il y a des choses qui se font, j'allais dire, auxquelles on ne pense pas. Par exemple, les historiens, le fonds patrimonial de la BNP, par exemple, est visité assez souvent par les historiens, l'histoire de l'économie. Donc, il y a une sorte de soft power. Je pense aussi à des grandes sociétés où des universitaires vont s'intéresser à, bon, par exemple pour la verrerie sur l'art verrier, des choses qui au départ ne vont pas obligatoirement intéresser l'entreprise, mais en fait, moi je trouve que c'est très intéressant que le monde universitaire ou le monde des historiens ou le monde des chercheurs sache que ces patrimoines existent. C'est très important pour la réputation d'une marque ou d'une société. Ce Donc, n'est on pas est quelque chose vraiment, auquel on penserait au premier abord. Mais ça, j'essaye de le faire comprendre également. Voilà, donc on est vraiment sur la dimension de valorisation du très contenu, large. par Oui. connaître. Voilà. Donc, je pense que Frédéric a démarré au tout début en disant que c'est vrai que sur ces projets de transformation digitale d'une manière générale, donc là, on l'a axé sur le DAM patrimonial, l'humain est vraiment au cœur de la transformation digitale. Oui. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on peut avoir la meilleure solution si on n'a pas l'adhésion des équipes, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est très important de mettre en place de vrais process pour dire on embarque tout le monde depuis le début, quand on commence à réfléchir au projet, jusqu'à son déploiement. Donc ce n'est pas juste à un moment donné, on est vraiment dans une continuité par rapport à ça. Et moi, sur cette partie-là, je pense qu'effectivement, quand une entreprise met l'accent sur le projet, a les bonnes équipes, fait accompagner ses équipes en interne par rapport à ces projets-là, c'est la formation. C'est la formation tout au long des années qui passent, des équipes, puisque les gens changent, évoluent, démarrent une activité, reprennent une partie, et on rencontre, nous, de plus en plus, et souvent, en fait, cette perte d'information et de formation, et on se retrouve avec peut-être des mauvaises utilisations qui font que la personne va rejeter le projet, mais tout simplement parce que dès le départ, elle n'a pas participé, elle a été mal formée sur le pourquoi exactement. Voilà, donc c'est vraiment la partie sur laquelle j'insisterai, moi, embarquer les équipes et la formation des utilisateurs. Je ne sais pas, Véronique, Marie-Laure, est-ce que vous voulez rajouter un mot sur la slide précédente, Frédéric? Bah, oui, éventuellement, moi, je m'étais noté certains points sur cet aspect humain qui est vraiment à la base de la réussite du projet. C'est former, évidemment, et puis bien communiquer avant le projet, pendant le projet et après le projet. Parce que un DAM patrimonial, c'est un projet qui est vivant, qui est évolutif, et c'est pas parce que on a lancé le Go et qu'il est accessible par tous les collaborateurs que ça y est, voilà, le projet est terminé. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire vivre, qu'il faut le développer, utiliser aussi des nouvelles technologies pour apporter de la valeur ajoutée.
Et l'autre point, c'est le contenu. Un DAM patrimonial, il a de la valeur s'il permet de raconter des histoires, s'il facilite le storytelling. Donc, d'apporter du contenu riche et sourcé, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans une réussite de DAM patrimonial. Oui, moi j'ajouterais aussi que justement ce service patrimoine, il est un peu différent parce que je sais que dans les grandes sociétés, les gens changent beaucoup de service ou enfin tournent beaucoup d'une marque à l'autre quand c'est dans des grands groupes. Mais la particularité pour moi d'un service dédié au patrimoine, c'est qu'il y a une permanence beaucoup plus longue que dans les autres services. Sinon, c'est très difficile. Et si la société n'a pas cette réflexion sur la transmission et la permanence, c'est un peu dommage parce que le patrimoine passe ce service passe par des montagnes russes. Il y a des gens qui s'intéressent, après ça retombe, ça recommence, ça retombe. Et ça, je pense que c'est un point qui est important à préciser dès le départ du projet, enfin à bien le redire dès le départ du projet. Après, chacun fait comme il veut, mais pour moi, c'est quelque chose, parce qu'on n'y pense pas. Enfin, dans ces grandes maisons-là, souvent, on n'y pense pas. Donc ça, pour moi, c'est important, la permanence de la transmission. Voilà. Merci Véronique. Qui nous amène à un sujet finalement pas très éloigné, Malika. Oui, alors le sujet, c'est effectivement la formation et la compétence. Ben oui. Voilà, on voulait aussi rappeler à certains et à dire à d'autres qu'au niveau d'Activo, on met en place une plateforme qui s'appelle Activo Academy. Et l'objectif, c'est vraiment de concentrer sur cette plateforme-là des contenus de formation autour du métier du DAM. D'une manière générale, quels que soient les outils, c'est vraiment d'apporter en fait cette connaissance autour du DAM dans les entreprises, puisqu'on en met de plus en plus de solutions DAM et que les personnes ont besoin d'être accompagnées. Voilà, donc on est comme en fait, notre ADN, c'est aussi cet accompagnement à la formation et à la compétence. Voilà, donc on œuvre de... on y va, on démarre avec quelques modules à l'occasion de notre prochain événement qui est vraiment la conférence ONDAM Paris 2022. Donc, c'est une conférence qu'on a lancée l'année dernière qui regroupe en fait les principaux, les grands et majorité des éditeurs des solutions DAM et de l'écosystème du DAM pendant 2 jours à la Maison de l'Alsace. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour venir échanger autour des plateformes de solutions DAM, autour des retours d'expérience des uns et des autres. Voilà, dans un moment convivial avec les belles lumières, on l'espère, sur les Champs-Élysées et toujours autour de cette passion du DAM pour le patrimoine, pour les équipes communication, marketing. Voilà, tout ce qui peut permettre de valoriser les contenus et la notoriété d'entreprise. Merci Malika. Et donc, comme tu viens de le préciser, bien entendu, vous pourrez retrouver tous ces contenus, les liens sur la chaîne activo.tv. D'accord? Donc, notamment, le webinaire sera disponible d'ici jeudi matin. L'ensemble de nos liens autour du blog, notamment, on fait toujours, globalement, tous les 10 jours un article. Et au regard de ce webinaire sur le patrimoine, vous retrouverez l'ensemble des liens, des présentations, ainsi que, bien entendu, les liens d'inscription à ONDAM que vous retrouvez directement sur le site Internet. Je regarde juste un petit peu au niveau des question. Ouais, au niveau des questions. On a une question notamment de Marie-Christine. Est-ce que vous avez des retours positifs ou négatifs de projets mis en place, des manques ciblés en amont des projets et aussi avec eux des cas de projets avortés et si c'est le cas, pour quelles raisons? Et avez-vous des projets de DAM où ce ne sont pas des personnes formées en icono ou patrimoine qui ont mis en place des projets? Donc, beaucoup de questions dans la même question et pas beaucoup de temps pour y répondre. Voilà, alors des projets négatifs ou des retours positifs, oui, on en a et on fait en sorte d'en avoir toujours de plus en plus. Est-ce que le retour vient d'abord d'un premier retour négatif? Des fois, c'est le cas. Le retour négatif, en général, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des plateformes qui sont peut-être inadaptées aux attentes du client. C'est pas forcément parce que le projet a été mal géré au départ, mais peut-être qu'il a mal évolué dans le temps. Donc, ça peut être parce que les équipes ont changé, parce que l'éditeur a changé dans le temps.
Donc voilà, donc à un moment donné, quand c'est négatif, il faut savoir dire on se pose et on regarde ce qui se passe. Donc ça, c'est exactement notre métier. C'est des fois de dire on met une pause. Est-ce que c'est l'outil qui va mal? Est-ce que c'est le process et le travail avec les équipes? Voilà, donc on arrive toujours à en ressortir avec une expérience positive et que ça prenne la suite. Est-ce que sur d'autres questions, je vous laisse réagir, Marie-Laure, et est-ce que sur la question, par exemple, des projets d'âme qui ne sont pas mis en place par des personnes formées en icono ou patrimoine? Oui, ça existe. Oui, Oui, oui. c'est relativement souvent. Il y a, euh, il y a certaines fois des cas où le projet est confié à la communication Voilà. et il n'existe pas de service patrimoine. Et de ce fait, c'est l'équipe communication qui prend en charge. Et c'est là où on intervient, nous, en termes de conseils, vraiment pour apporter notre support métier et des orientations pour les guider sur comment on fait un inventaire, un plan de classement et comment on les aide à structurer l'information. Mais oui, ça arrive. Oui, oui, c'est souvent, hein. Voilà. Alors Des après, ça projets- change, ça évolue parce que ils vont s'apercevoir que évidemment, ce serait peut-être intéressant d'avoir des personnes qui ont une formation plus sensible sur le patrimoine et qui ont des compétences. Donc, quand le service évolue, grossit, à ce moment-là, la question se pose sur la façon dont les gens ont été formés sur la formation. Mais au point de départ, souvent, ce ne sont pas des personnes qui sont formées, là, comme c'est écrit en iconographie ou en patrimoine. euh, sur des projets qui ont avorté, moi, j'en connais pas. J'en connais qui ont été mis en stand-by à un moment, qu'on repris ensuite. Peut-être avec des équipes différentes. Quand le sponsor, là dernièrement, j'ai encore entendu parler d'une personne qui a quitté l'entreprise et qui portait vraiment le projet. Donc le projet est mis en stand-by. Ce qui est important, c'est que ce sont des projets qui dépendent des équipes. Il ne faut pas hésiter à un moment donné à dire, bah, tiens, si on doit attendre d'avoir la bonne constituée, la bonne personne, la bonne équipe, ou d'avoir le budget qui va avec, ou de trouver le bon outil et de prendre plus le temps par rapport à ça, il faut prendre ce temps-là. Il ne faut pas fonctionner dans la précipitation. Non. Et puis, je pense que les exemples, on a Marie-Laure, on a Véronique, on a Activo, et il y en a d'autres aujourd'hui. Donc, c'est le métier. Donc, nous, ça fait quand même des années qu'on fonctionne et ça fait des années qu'on conseille les entreprises. Et c'est des conseils qui, de temps en temps, ça dure juste quelques jours. Des fois, ça dure un peu plus longtemps. Mais c'est peut-être la petite touche d'information, de compétences complémentaires dont vous pouvez bénéficier dans le cadre de la mise en œuvre ou simplement de lancer ce projet-là pour le mettre sur les bonnes rails. Oui, on peut commencer petit. On n'est pas obligé de commencer par mettre en place quelque chose d'énorme. Déjà, de mettre en place la réflexion, le besoin. Et parfois, même souvent, on commence par un tableau Excel, ce qui permet de réfléchir et de se donner le temps de trouver la bonne solution. Un petit Oui. noyau, c'est vrai. Alors, il y a une question de Christian. Plateforme d'âme sur les migrations, des difficultés et des problèmes à éviter. Les migrations de plateformes, on en fait, je pense, tous les jours. Donc, j'en fais en ce moment beaucoup sur des migrations avec des quantités qui se chiffrent des fois par des millions d'images. Oui, il y aura toujours des problèmes. Il suffit simplement aussi d'essayer d'anticiper les choses, de travailler en équipe et de ne pas, dès qu'on a une difficulté, de stopper. Les plus grandes difficultés que l'on peut rencontrer par rapport à des projets de ce type-là, c'est d'accéder déjà à ces données. Parce que quand on a un ancien système, il faut pouvoir accéder aux éléments, avoir cette reprise-là. La deuxième, j'ai envie de dire, qui est beaucoup plus large, et ça, c'est notre challenge. Nous, on challenge les équipes par rapport à ça. C'est quand on dit on migre d'une plateforme à une autre, c'est pas pour faire la même chose. Ouais. Il faut L'ancienne accepter plateforme, la elle a pas différence. duré. Et il faut accepter la différence, il faut accepter de se dire Changement. le changement et de dire on a fonctionné comme ça, demain on va fonctionner autrement parce que la plateforme qui nous a séduit, qui répond à nos besoins, permet de faire ça et ça permet en fait d'ouvrir et peut-être d'élargir en même temps le scope de l'ensemble. Voilà, donc non, ça se passe jamais c'est rare, on va dire, c'est plutôt rare quand tout se passe très vite et très simplement et sans aucun souci.
Mais par contre, en équipe, on y arrive avec les bonnes compétences et puis effectivement le bon contrat avec le bon éditeur. Donc, quand je dis le bon contrat, c'est le contrat qui permet de dire il faut avoir une souplesse pour faire évoluer les choses, revenir en arrière si on a dit quelque chose et puis voilà. Il faut arriver à bien gérer un projet, tout simplement, comme tout autre projet. Voilà. Merci encore Merci à à vous tous. tous. Merci Véronique et merci Marie-Laure pour votre temps aussi. Merci Frédéric et Malika. Merci à vous deux. Ouais. Et à bientôt, on continue nos échanges sur nos projets autour d'une tasse de café ou d'un déjeuner. Ou d'un thé. D'un thé. Au revoir. À Au bientôt. revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.